Bienvenue sur la chaîne nationale, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre. Focus Santé reçoit une fois de plus professeur Mouanodji Mbaïsouroum pour un autre aspect sur les maladies cardiovasculaires. Il s'agit de ces facteurs de risque. Selon certains rapports élaborés, plus de 80% des maladies cardiaques seraient attribuées à ces facteurs. Il est donc important que nos téléspectateurs connaissent c'est quoi ces facteurs de risque. Et à ce propos, professeur Mouanodji Mbaïsouroum est ici pour plus d'éclairage. Bonjour professeur. Bonjour Hortense. Merci d'être toujours disponible. Merci, c'est à moi de vous remercier également. Alors, professeur, en des termes plus clairs, dites-nous, c'est quoi, qu'est-ce que vous appelez facteurs de risque? Les facteurs de risque cardiovasculaires, et pour qu'on se comprenne, pour que vos téléspectateurs comprennent, c'est de définir d'abord les risques dans ce terme-là, facteurs de risque cardiovasculaire. D'abord le risque. Le risque, comme on le sait, c'est une probabilité, une chance que quelqu'un a d'avoir quelque chose de mauvais. C'est pour ça que certains facteurs, si on en a, on a de risques d'avoir ces maladies plus par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. C'est ça qu'on appelle les facteurs de risque. Et quand ces facteurs s'installent dans le corps d'un sujet, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps humain? Pour bien comprendre, prenons l'exemple d'une citerne. Je vais vous donner une image pour que les téléspectateurs comprennent. Voyez-vous, il y a une citerne qui est quelque part en haut. Imaginez le cœur comme une citerne, d'accord? Et puis, cette citerne-là est reliée à des tuyaux pour arroser le jardin. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, maintenant, c'est l'eau qui vient arroser le jardin, c'est à travers un canal, c'est à travers les vaisseaux. Et c'est ça là, ça va dans le jardin. Et le jardin, c'est tout l'organisme, tous les organes qui sont là. Donc pour une raison X, ces tuyaux peuvent être bouchés ou ça peut être bloqué quelque part. Et c'est ça, ça donne toutes ces maladies. C'est ça les phénomènes. Et quand un vaisseau est bouché, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Quand le cœur envoie le sang pour irriguer le corps et que les vaisseaux sont bouchés, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bien sûr, c'est ce qui fait la maladie. Ce qui va se passer, tu imagines, Hortense, s'il y a un jardin et que l'eau qui doit aller irriguer, si ça ne vient pas, pour une raison X, bien sûr, les plantes vont mourir. Et c'est pour ça que chaque organe qui, dans le corps humain, qui est irrigué par le sang, voilà, de ces tuyaux-là, ces artères-là, ou des veines qui ramènent les saletés, eh bien, il ne peut plus fonctionner. Et c'est ça qu'on appelle insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand c'est insuffisant, il n'assure pas sa fonction. Ça peut être le rein, on appelle ça insuffisance rénale, ça peut être le cœur. Dans ces cas, ça peut donner les morts subites, d'accord? Ou bien ça peut être le cerveau, ça peut donner accident vasculaire cérébral, dont on a parlé la dernière fois, l'AIT, ou bien si c'est un autre organe qui n'est pas irrigué normalement, eh bien ça donne de ces maladies-là. Donc citons-les pour fixer les idées. Oui. Il y a l'insuffisance cardiaque lui-même, quand le cœur n'est pas irrigué normalement, c'est-à-dire les vaisseaux sont obstrués, ou bien ils sont épaissis. Parce que les vaisseaux, quand un enfant est né, il est souple, tout à fait, mais plus on grandit, plus tu prends, mais ça se rétrécit, ça devient rigide. Donc quand le cœur lui-même ne reçoit pas, ça peut donner des crises cardiaques. Ça peut donner ce que nous appelons infarctus du myocarde. Si c'est le cerveau, les artères qui vont boucher, c'est la même chose. Les AVC, etc., etc. Et puis si c'est le cœur du muscle lui-même, non seulement ça donne une crise, mais les muscles, ils ne sont pas bien irrigués, ça donne le fait que le cœur est gros. Et nous appelons ça les cardiopathies dilatées, c'est-à-dire le cœur se dilate. Vous cherchez, mais vous ne trouvez pas les causes. Voilà, c'est ça, ces maladies-là, qu'il faut les prévenir en agissant sur les phénomènes que je viens d'expliquer. Alors, en combien de groupes pouvez-vous catégoriser ces facteurs-là? C'est une bonne question. Les facteurs de risque,
Il y en a une douzaine. Oui. Je vais vous les citer. Il y en a une douzaine et je les cite dans l'ordre ou dans le désordre. Il y a d'abord l'âge. Il y a le sexe, c'est-à-dire le genre, Oui. masculin ou féminin. Tu vas me dire, mais le fait d'être... Bon, il y a l'âge, le sexe, il y a l'hérédité, d'accord? Il y a maintenant le stress, l'anxiété, tout ce qui peut arriver, et c'est ce que nous appelons personnalité de type A. Vous voyez, chacun ne réagit pas de la même manière Face aux situations. face aux situations. Et cette personnalité dite personnalité de type A, c'est un facteur de risque. On reviendra rapidement sur ces facteurs-là. Il y a le diabète, l'obésité, la tension ou encore appelée l'hypertension, mais communément les gens appellent ça la tension. Ça, ce sont les facteurs de risque. Et puis encore, quand on a beaucoup de graisse, de mauvaises graisses dans le corps, et nous mettons, on les appelle les dyslipidémies. Quand tu as beaucoup de graisse dans le corps, surtout de mauvais, c'est pas bon, c'est un facteur de risque. Il y a le tabac, fumer la cigarette. Il y a l'alcool, la consommation de l'alcool. Abusive ou bien... Pardon? C'est quand on consomme trop d'alcool ou bien il faudrait pas carrément consommer de l'alcool. La barrière est très infime. C'est une controverse. Bon, l'alcool, bon, on dit il faut consommer modération ou pas, c'est compliqué. On peut vous donner des chiffres bien précis. Combien? Bon, bref, c'est pas ça le sujet du jour, c'est pas l'alcoolisme. Bon, alors ce sont ces facteurs. Et enfin, le 11e, la sédentarité, qui n'est rien d'autre, le manque de faire des activités. Des activités sportives. Les activités physiques. Il y a différents types, qu'on va en parler rapidement. Et puis enfin, ce qu'il faut savoir, et chez la femme, ça c'est le 12e facteur, la ménopause, la pilule, la contraception, c'est un facteur. D'accord? Donc ça c'est la physiologie. Donc il y en a une douzaine. Alors ce sont ces facteurs-là sur lesquels il faut agir. Et voilà. Et donc, est-ce que ces facteurs-là peuvent être modifiables? Oui. Est-ce qu'on peut les modifier? Oui, c'est une bonne question, mais parce que il faut les regrouper d'abord. Il faut les regrouper. Il y en a qu'on ne peut pas modifier. Et il y en a qu'on peut modifier. C'est ce qu'on peut modifier là. C'est ça ce qui est important parce qu'on peut les prévenir, on peut les changer. Citons-les rapidement. Les facteurs non modifiables. Il y a d'abord l'âge. Oui. Quand tu es né, les artères sont souples. Quand tu grandis, tu vieillis. Ça devient sclérosé. Et c'est ça, tu ne peux rien. C'est naturel. C'est naturel, tu ne peux pas changer. D'accord? Ça, c'est un. Le sexe, le genre. L'homme, c'est un facteur de risque. Mais attention, avant l'âge de 40, 50, 55 ans, l'hypertension artérielle, par exemple, quand vous prenez un groupe de personnes d'âge à peu de 40 à 50 ans, le plus grand nombre, ce sont les hommes. C'est-à-dire le fait d'être un homme, c'est un facteur d'être exposé. Mais attention, à partir de 55 au-delà ou 65 pour les blancs, la femme arrive à dépasser l'homme. C'est un facteur de risque. Pardon? Pour quelle raison? Oui, ça c'est... La raison, c'est que avant l'âge de 50 ou 45, 55 ans, la femme est naturellement protégée par des hormones que nous appelons les hormones de reproduction, qui n'est rien d'autre que ce sont ces hormones-là qui régularisent le cycle. Oui. Et on les appelle des œstrogènes. Alors ces hormones protègent les femmes, protègent la femme. Mais attention, il faut commencer dès le départ à prendre des précautions. Donc pendant ce temps-là, la femme a moins de ces maladies. Mais à partir du moment où la femme arrive à 55, 45 et au-delà, il a plus de risques et il peut dépasser même l'homme. Parce qu'il y a la ménopause. Il y a des femmes qui ont des ménopauses précoces et tardives. Et la ménopause, c'est aussi un facteur. Mais c'est naturel, c'est créé comme ça, Dieu l'a fait comme ça. Donc voilà les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque-là, que je viens de les citer, on ne peut pas modifier. Il suffit de faire... Tu ne peux pas modifier ton âge. Tu ne peux pas... Bon, on peut... physiologiquement, il est là. Quand tu es homme, tu es homme. Donc ça, ce sont les facteurs qu'on ne peut pas modifier. Maintenant, les facteurs donc qu'on peut modifier. Oui. Et c'est de ça qui est important. Citons-les rapidement. Il y a d'abord la tension, l'hypertension. Il y a le diabète.
il y a l'alcool, il y a le tabagisme, il y a la sédentarité. Voilà. Et comment peut-on les modifier? On les modifie comment? Bon, si on prend pour les modifier, je dis par exemple, quand tu es hypertendu, eh bien, pour ne pas que tu arrives à ces maladies dont on parle, qu'on a citées avant, mais il faut traiter. Traiter ne veut pas dire forcément donner les médicaments. Et surtout quand tu as, surtout les hommes, âge à partir de 40 ans au-delà, mais ça coûte rien de se faire vérifier la tension. Dans chaque famille, au moins, il y a un agent de santé, un médecin, ou bon, c'est ça, vérifier. Ou alors, bon, le diabète, c'est la même chose. À partir de ce temps où, pour les femmes au-delà, au moins mesurer, doser le sucre. Je vais te dire, Hortense. Pourtant, professeur, ces maladies semblent être incurables. L'hypertension, le diabète, ce sont des maladies dont on ne guérit jamais. Comment faire dans ce cas? On ne guérit jamais et il faut les prévenir. Et c'est à vie. C'est à vie parce que si tu ne les équilibres pas, ça donne les maladies et vous pouvez en mourir. Tu peux mourir de AVC, tu peux mourir de crise cardiaque, tu peux mourir d'insuffisance rénale. Et il y a des morts subites, il y en a dans la population. Bon, on dit ça arrive aux autres. Non, le jour ça t'arrive. Et crise cardiaque, par exemple, ça donne de rythme qui n'est pas régulier et tu peux mourir brusquement. Il y a des cas souvent dans la société, il est parti à l'église, à la mosquée, il revient, bon, il est mort. Mais c'est les maladies cardiaques, parce que ça n'a pas été vérifié, d'accord? Donc, ce sont des choses, quand tu as la tension, le diabète, l'obésité, le fait d'avoir un poids supérieur par rapport à ta taille, l'obésité, bien sûr, il y a l'obésité constitutionnelle qui est différente. Quand on est gros par la famille, bon, c'est pas ça. Mais l'obésité alimentaire, acquise, mais c'est dramatique. Et il suffit seulement, à partir de certain âge, ou bien tout au long de vérifier son poids par rapport à sa taille. Nous, les médecins, nous avons un indice très simple. Si quelqu'un est obèse ou pas, nous calculons ce que nous appelons l'indice de masse corporelle. Ce n'est rien d'autre que de prendre le poids et diviser au carré par la taille. Alors, ces mesures-là, ça veut dire quoi? Tout le monde pourrait le faire. Il suffit d'avoir l'information. Dans certains pays, dans les pharmacies, il peut y avoir une balance. Il n'y a pas seulement que les femmes qui peuvent se peser pour savoir si j'ai fait la taille ou pas. Non. N'importe qui peut voir sa taille et le poids. Si tu prends un peu, tu diminues. La tension, tu peux demander à quelqu'un de te vérifier. C'est ça les mesures. L'alcool, le tabac. Le tabac encore, c'est notre ennemi numéro 1. C'est ça, la mesure de prévention, c'est quoi? S'il y a quelqu'un qui fume, c'est l'ennemi numéro 1 des cardiologues et des pneumologues. D'accord? Et ça, quel que soit le genre, quelle que soit la dose. Voilà, donc, voilà, c'est de prendre connaissance. Et avec le temps, il suffit d'en être conscient. Et puis, c'est tout. La sédentarité, voilà, tu avais posé la question au début, c'est le manque d'activité physique. Disons une chose de cette sédentarité, c'est le manque d'activité physique. Il y a des gens qui font des études. Dans d'autres pays, les gens, ils recherchent. Ils disent, par exemple, qu'il faut au moins pendant 30 minutes par jour faire marche à pas rapide, ou alors faire de gymnastique. Ou alors ils ont évalué, ils ont fait des recherches et ils disent par exemple, quelqu'un qui reste devant sa télévision, d'accord, plus de, disons, 9 à 10 heures par semaine, il a ce qu'on appelle une sédentarité. Il a tendance à faire beaucoup plus de maladies cardiaques. Et la sédentarité, surtout chez des enfants, ça amène l'obésité. Et dans ces pays-là, les enfants qui passent tout le temps devant la télé, mais ils prennent du poids et ça fait... C'est un problème de santé publique. Donc, il suffit d'avoir l'information et d'adopter un comportement. Et puis, bon, voilà, c'est ça prévenir. Alors, parmi ces maladies cardiovasculaires-là, on parle beaucoup plus de la tension. Oui. C'est quoi la tension? Bon, merci. La tension, c'est en réalité, nous appelons l'hypertension artérielle. D'accord? L'hypertension artérielle, c'est quelque chose, je dis aussi, ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais
nous l'appelons, moi je qualifie l'hypertension artérielle d'un monstre dans la cité. Il y a beaucoup de gens, dans le monde il y a à peu près 980 millions de gens qui sont hypertendus, d'accord? Il y en a beaucoup. Et l'hypertension artérielle, disons encore, il y a des signes, il y a des petits signes variés, maux de tête, vertige, tout ça. Bon, mais seulement dans la majorité des cas, il peut ne pas avoir de signes, d'accord? Et c'est pour ça que ça, on l'appelle un tueur silencieux, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as la tension, tu le sais pas, mais ça retentit sur 3 organes. Il y a le rein, l'insuffisance rénale dont on a parlé, il y a le cœur est insuffisant, l'insuffisance cardiaque, et il y a le cerveau dont on a parlé, AVC, etc. Voilà, donc la tension c'est ça, c'est la mesure, c'est la pression que le sang exerce sur les vaisseaux là. Oui. C'est comme l'eau qui vient de citerne pour aller, ça coule dans un tuyau, n'est-ce pas? Et quand cette pression augmente, 140-90, ça c'est la définition de chiffres donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Bon, il faut savoir s'il y en a, il faut mesurer correctement. Un agent de santé ou un infirmier ou un médecin, pas forcément un cardiologue, vous avez la tension. À partir du moment où c'est correctement mesuré et que vous avez la tension, mais c'est de savoir, et chaque médecin doit dire, le malade doit savoir, c'est un traitement à vie. Donc on ne peut pas être guéri de la tension, ça veut dire ça? Ce que je dis, ça concerne un type d'attention quand on dit seulement la tension et l'hypertension artérielle, d'accord? C'est ce que nous appelons en médecine l'hypertension artérielle essentielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Ce sont les facteurs là qu'on a cités là. On retombe sur nos 2 pieds, ce sont les mêmes facteurs de l'AVC dont on a parlé, ce sont les mêmes facteurs qu'on est en train de parler. Comme il y a plusieurs facteurs, tu ne peux pas guérir. Par contre, et ça fait 90% de la tension. Maintenant, il y a des tensions, surtout chez les enfants, qu'on peut découvrir, dites hypertension artérielle secondaire. N'importe quel médecin qui est formé, il sait ça. Hypertension artérielle secondaire, c'est-à-dire il y a une anomalie de ce tuyau-là d'un vaisseau quelque part qui fait. Mais la chance, c'est que si on diagnostique, on opère la personne, il peut en être guéri. Mais pas l'hypertension artérielle qu'on dit l'hypertension essentielle et dont on parle quand on dit la tension, c'est la tension essentielle. Ça, il n'y a pas de cause. Comme il n'y a pas de cause, tu ne peux pas guérir. Voilà, c'est un traitement à vie. On est contraint au traitement à vie. C'est un traitement à vie. Voilà. Alors, comment prévenir ces maladies cardiovasculaires? Bon, la prévention, c'est très important. Ces facteurs qu'on a cités, bon, laissons de côté les facteurs non modifiables. Tu ne peux pas changer. Ce sont des facteurs qui sont là. Tu fais attention. L'hérédité. Dans une famille où le père, l'ascendant direct a la tension et la mère ou l'oncle, bon, tu as la chance de l'avoir. Ça s'arrête là. Mais il faut le savoir pour qu'à partir de ce temps-là, tu prennes... Ça, tu ne peux pas changer. Mais maintenant, les modifiables, comme je viens de le dire, c'est de les surveiller. C'est de savoir. Il y en a dans la prévention, c'est quoi? Premièrement, c'est les dépister. D'accord? Les dépister, c'est-à-dire qu'il faut savoir si tu as l'hypertension artérielle. C'est pas compliqué. N'importe où, tu peux savoir, on peut te prendre l'attention. Deuxièmement, c'est de savoir que ton poids n'est pas supérieur à ta taille. C'est l'obésité. Une fois que tu te trouves, c'est surtout à part de certains, c'est comme ça. Et puis ensuite, il y a l'activité, la sédentarité, c'est de faire, etc., etc. Et surtout, les mauvaises graisses, qu'on appelle la dyslipidémie. Ça, bien sûr, il faut doser. Mais il faut doser quand quelqu'un a au moins 2 facteurs de risque. Le diabète encore, tu peux aussi doser le sucre. À partir de certain âge, au moins 1 fois par an ou tous les 2. Mais il y a des gens, Hortense, qui se baladent avec peut-être 3 grammes. Mais c'est trop. Et ils ne le savent pas. Et ils ne font pas la maladie? Mais bien sûr, il y a des morts brusques, c'est dû à ça. Ça ne se manifeste pas? Et des fois, ça peut se manifester. Ce que je dis, c'est par expérience. Beaucoup de médecins ont ces expériences. Si tu veux, je te donne un exemple précis.
tu peux avoir un ami ou comme ça, et puis bon, oui. Et puis tu dis, bon, je vais vérifier la glycémie à jeun, il a 3 grammes. Cette personne, à tout moment, il peut tomber malade, il peut en mourir. Donc, c'est simplement quand tu te rends compte, à partir de certain âge, 40 ans et au-delà pour les hommes, 55 ou 65 au-delà, ça, ce sont des choses minimum. Les médecins diabétologues peuvent vous le dire. Il faut vérifier. Si c'est vérifié et qu'il y en a, par des conseils, tu peux le diminuer. Donc voilà, la prévention d'abord, c'est de dépister. Et le traitement, ce n'est pas forcément les médicaments. Que ce soit le diabète, que ce soit la tension, que ce soit l'obésité. Il y a ce que nous appelons conseiller le régime. En fait, si tu vois un médecin, il te dit il faut manger ça, telle chose, il faut arrêter. C'est ça d'abord le régime hygiéno-diététique. Quand les chiffres sont modérés. Et c'est après ça, maintenant, quand ça dépasse, à ce moment, tu peux donner les médicaments. Donc quand tu vérifies ces choses, ou bien tu vas chez un médecin généraliste ou pas, quand même s'il y a ces facteurs-là et que tu as de l'alerte, ton médecin peut maintenant t'envoyer voir un cardiologue. Vous voyez, le cardiologue est à la fin. Et il te fait donc l'électrocardiogramme là. Il dit, bon, monsieur, madame, il faut prendre tes précautions, il faut faire ça. C'est ça la prévention. Ce sont des choses qu'on peut agir dessus. Et aussi, une chose, je le mentionne, c'est important, l'activité physique dont on a parlé. L'alimentation. En général, nous disons que l'alimentation, bien sûr, il faut manger différents types de 4 groupes d'aliments. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Bon, les fruits, les légumes, tout ça, le plus souvent on le dit, mais il ne faut pas exagérer une catégorie par rapport à l'autre. Pas exagérer beaucoup de graisses par rapport aux protéines qui sont les viandes. Pas exagérer beaucoup de protéines. Il faut mélanger. Et surtout, les fruits et les légumes ont leur importance. Ça, c'est un. Et surtout, je dois finir en disant l'obésité. L'obésité, on en parle pas assez. Mais l'obésité, c'est-à-dire quand tu augmentes plus de poids, c'est le carrefour des cancers. Non seulement ça, c'est souvent associé à la tension, au diabète, à dyslipidémie ou l'augmentation des graisses, mais le diabète en soi, c'est un facteur de risque de cancer. C'est le carrefour. Voilà, c'est ça et bon, c'est la manière de. Et si c'est le diabète, bon, il y a des régimes à faire. Ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter. Il faut s'asseoir avec un médecin, il te le dit. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres pour ce nouveau numéro consacré aux facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Il est donc extrêmement important de les découvrir pour mieux prendre soin de soi, appliquer ces conseils d'utilité publique afin d'éviter ces maladies. Et je vous rappelle que ces conseils vous sont prodigués par professeur Mouanoji Mbaïsouroum. Restez des nôtres car nos programmes se poursuivent sur Téléthiade.